Donc, alors, oui, une remarque que j'aurais pu faire avant la pause, hein, c'est que, alors, des remarques que je ne vais pas justifier, parce qu'encore une fois, les constructions de contre-exemples, elles sont dans l'article que j'ai mentionné tout au début, mais ça me prendrait trop de temps pour le faire, même approximativement. Donc, les constructions de contre-exemples permettent de voir que la condition de Bruno est optimale pour ce théorème local de conjugaison analytique. J'ai envie de dire pour les deux à la fois, quelle que soit la version que je regarde, puisque, en fait, si j'ai un nombre qui n'est pas de Bruno, hein, je peux trouver des suites. Alors, RK, ça va être la largeur de la bande, elle va tendre vers l'infini, donc ça va être des bandes de plus en plus larges. Epsilon K, ça va être la proximité C0 aux rotations. Hein, et puis, donc, les FK, c'est les difféomorphismes eux-mêmes. Donc, j'ai des difféomorphismes qui sont analytiques, qui ont un nombre de rotations alpha, qui sont holomorphes dans une bande donc, qui est très large, hein, R4 tend vers l'infini, très large, et qui sont très proches dans la bande, arbitrairement proches, enfin les epsilon 4 tendent vers 0. Donc, ici, les FK tendent vers la rotation R alpha en un sens très fort, puisque à la fois la bande devient de plus en plus large, hein, et la distance devient de plus en plus petite. Et malgré tout, FK n'est pas linéarisable, hein, donc il n'y a pas de théorème local, pas topologiquement stable en l'occurrence, mais enfin n'est pas linéarisable, et donc il n'y a pas de théorème local lorsque alpha n'est pas un nombre de Bruno. Alors par contre, ce qu'on va voir maintenant, hein, c'est qu'on peut trouver des nombres de Bruno, hein, pour lesquels le théorème local est valable, donc ça c'est ce que je viens de voir, mais le théorème global, sans hypothèse de proximité, n'est pas valable. Hein, donc, ρ de f ici est un nombre de Bruno, mais f n'est pas analytiquement linéarisable. Alors attention, ça ne se fait pas avec tous les nombres de rotation, mais ça se fait avec certains nombres de Bruno. On verra exactement quelle est la condition pour le faire. Alors, donc, il s'agit de comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette construction de renormalisation lorsque j'ai en quelque sorte plus la place de faire ce que j'ai fait précédemment. Donc la place que j'avais, c'était quand la largeur de bande était beaucoup plus grande, que le 1 sur 2π fois la fonction de Bruno en question. Alors, donc, c'est cette compétition. Hein, il y a la partie arithmétique, elle est représentée par la fonction de Bruno, phi de alpha, qui peut être très grande. Hein, et puis, il y a une partie analytique qui est représentée par la proximité, la taille de la partie non linéaire, la proximité aux rotations. Alors, donc en fait, on part d'un f, un nombre de rotations qui est de Bruno, parce que, encore une fois, je m'intéresse au théorème de linéarisation globale, enfin sans proximité aux rotations, mais il faut évidemment quand même que le théorème local soit vrai, autrement j'ai aucune chance. Hein, donc je prends un nombre de Bruno, et donc on va faire le processus de renormalisation qu'on a fait précédemment, mais on va obtenir une suite de difféomorphismes Fn, donc n correspond au temps dans la fraction continue. Hein, donc les nombres de rotations qu'on va obtenir avec ces Fn, c'est moins 1 puissance n alpha n. Alors en fait, ces difféomorphismes vont être de plus en plus proches aux rotations, et ceci sans aucune hypothèse. En fait, pour dire cette partie-là, je n'ai même pas besoin de supposer que le nombre de rotations est de Bruno. N'importe quel nombre de rotations irrationnelles aura cette propriété-là. Hein, le problème, c'est qu'il y a cette compétition, même si Fn devient de plus en plus proche d'une rotation, la rotation en question, elle devient de moins en moins bonne. Hein, le alpha n en particulier peut devenir de plus en plus petit. Et donc, bon, il y a cette compétition, et justement de savoir qui gagne la compétition, est-ce que c'est la partie analytique qui devient suffisamment petite, ou est-ce que c'est au contraire la partie arithmétique qui la domine, en quelque sorte, c'est ça qui va déterminer ce qui se passe au total. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Alors, donc on part d'un f, donc un difféomorphisme analytique, hein, mais a priori sans aucune hypothèse de proximité aux rotations. Donc au départ, il est juste analytique sur le cercle. Évidemment, comme il est analytique, il a une extension sur une bande qui peut être très petite. Enfin, il a une extension. En fait, la première étape, donc, que j'explique qu'est-ce qui se passe lors du processus de renormalisation. Alors la première étape, je ne vais pas du tout l'expliquer, elle est tout à fait dans l'esprit du théorème de Dangeois. En fait, quand on a... C'est vraiment une petite extension de la propriété de Dangeois. Ça consiste à contrôler la norme C2, donc c'est D log df. Hein. La norme C2 des Fn, donc on obtient par renormalisation, sur
sur le cercle. Hein, je veux dire, pour le moment, je ne vais pas dans le complexe. Je ne vais pas dans le complexe, je reste vraiment sur le cercle. Et donc ça serait valable, en fait, sous des hypothèses de régularité de f beaucoup plus faibles que analytiques. Hein, il me faut certainement, disons, 3 dérivés, par exemple. Hein. 3 dérivés suffisent à contrôler ceci. Mais enfin, donc, de voir qu'en norme C2, eh bien, cette suite Fn va se rapprocher, au sens C2, hein, pour le moment, va se rapprocher des rotations. Je vous rappelle, ceci, c'est ce que j'ai appelé la distorsion, enfin la non-linéarité. Hein, c'est une mesure de distorsion des rapports. Bon, donc, ceci tend vers 0. Je vous rappelle que Fn, c'est plus ou moins petit f, enfin f itéré qn fois, essentiellement. Donc, d'une certaine façon, c'est vraiment quelque chose de très proche de Danjois, hein, des inégalités de Danjois et des choses comme ça. Donc, je ne le montre pas. Par contre, je vais donner... Enfin, alors, l'étape suivante... Hein, alors, tout ceci n'utilise pour le moment pas que le nombre de rotations et Bruno. On va voir apparaître ça que nettement plus tard. Hein. Donc, dans la deuxième étape, toujours simplement en supposant que le nombre de rotations est irrationnel, donc ici, je fais déjà un grand nombre d'étapes de renormalisation, hein, puisque n tend vers l'infini, donc je vais faire un grand nombre d'étapes de renormalisation de façon à ce que ceci soit très petit. Alors, très petit, ça va être déterminé en fait par l'étape suivante, puisque ce que je suis en train de dire dans l'étape suivante, maintenant, je fais les choses de façon holomorphe. Hein, mais au départ, j'ai juste quelque chose de tout à fait qualitatif, c'est-à-dire que pour tout R, hein, Fn est holomorphe et injectif dans une bande delta R, hein, simplement si j'attends suffisamment longtemps. Donc c'est une façon déjà nettement plus forte, hein, de dire que f devient proche des rotations, puisque cette fois-ci, je suis en train de dire que la bande sur laquelle les applications renormalisées, hein, deviennent holomorphes et injectives, cette bande-là devient de plus en plus large. Mais attention, pour le moment, je ne contrôle toujours pas à quelle vitesse. C'est-à-dire que je dois éventuellement attendre que n soit très grand. Hein. Et donc, comme n peut-être est très grand, les propriétés arithmétiques de alpha n, pour le coup, peuvent se détériorer. Et donc, le grand R que j'ai ici ne suffit pas du tout à appliquer le théorème local. Hein, je me suis donné R, et c'est seulement ensuite que j'ai choisi n. Donc, vous vous rappelez, il fallait comparer grand R et 1 sur 2pi, la fonction de Bruno, phi de alpha n. Ici, phi de alpha n peut exploser très vite. Hein, on verra tout à l'heure à quelle vitesse, mais enfin, je veux dire, peut exploser très vite. Et donc, si n est trop grand, le phi de alpha n sera encore beaucoup plus grand que le grand R que je me suis donné ici. Donc, je ne serai pas du tout, a priori, encore en mesure d'appliquer le théorème local. Puisque dans n'importe quelle version du théorème local, il y avait une dépendance de alpha. Par exemple, même dans la version à bande fixée, hein, à bande fixée, le epsilon, il dépendait de alpha et de R. Or, ici, j'ai transformé le alpha en n alpha n, avec des propriétés arithmétiques bien pires, et donc le epsilon que je devrais obtenir devrait être encore beaucoup, beaucoup plus petit, et je ne peux pas du tout le garantir par cette construction. Alors, je vais peut-être quand même donner une toute petite... Bon, alors, oui, par contre... Bon, je peux juste déjà conclure quelque chose. Une classe de nombres, ce n'est pas la bonne classe, ce n'est pas la classe précise qui marche, mais c'est une classe pour laquelle on aura déjà directement le théorème de linéarisation globale, sans aucune hypothèse. Eh bien, c'est les nombres alpha tels que la suite phi de alpha n ne tend pas vers l'infini, tels que la lim-inf des phi de alpha n reste finie. Hein, si la suite des phi de alpha n ne tend pas vers l'infini, ben, comme je peux choisir grand R arbitrairement grand dans cette formule, ben, je pourrais trouver des n arbitrairement grands tels que grand R soit nettement plus grand que 1 sur 2pi phi de alpha n. Donc dans ces cas-là, pour le coup, je peux appliquer le théorème local. Hein. Donc, je veux dire, ça fait déjà une distinction assez nette, hein, entre certains nombres pour lesquels phi de alpha n ne tend pas vers l'infini, et ceux-là, donc c'est déjà réglé, je n'ai pas à m'en préoccuper plus, et puis ceux qui sont plus tangents, si j'ose dire, hein, sur lesquels phi de alpha n va tendre vers l'infini, et donc il va y avoir vraiment une compétition entre la taille du grand R et la taille de phi de alpha n. Alors, comment est-ce qu'on montre un résultat comme ça? Alors, j'écris un énoncé. C'est encore des techniques à la Danjois. Hein. C'est des techniques à la Danjois, mais cette fois-ci dans le complexe. Genre, moi, j'ai appelé ça dans le papier Danjois complexe.
complexe dans le joie estimate. Enfin. Et donc, ça vous dit la chose suivante. Donc, vous appelez tau la taille, ce que j'ai... Alors, on fait la première étape, on l'a fait avec un n très grand, de façon à ce que... Alors, je change de notation. C'est-à-dire, j'appelle f le fn qui sort de la première étape. Hein. Et donc, maintenant, je suis en train de supposer que la norme C2 de f, enfin, ce que je présente sous cette forme-là, d'accord, ceci, bon, je suis en train d'y penser comme quelque chose de très petit, hein, que j'appelle tau. D'accord. Alors, par ailleurs, je vais choisir un n qui correspond comme toujours, enfin, c'est l'indice pour le nombre de renormalisations que je fais, hein, et puis donc je vais noter mn-1, ça sera la distance. Alors, bon, je vais mettre sous cette forme-là, distance au plus proche entier. Donc, alors ceci devient petit, arbitrairement petit, lorsque n devient grand. Hein. Donc ça, c'est la taille de l'intervalle sur lequel je renormalise. Et donc, qu'est-ce que vous dit dans joie complexe? Il vous dit que si vous prenez... Donc, vous partez d'un point Z0. Alors, c'est un point qui est dans le complexe, mais en fait, il est proche d'un point réel. Donc, voilà un point réel x0. Et le point Z0 dans le complexe que vous considérez, c'est un point qui s'écrit sous la forme x0. Et il est, alors... Donc, vous appelez... Alors, oui. Vous avez utilisé la fonction que je viens d'écrire ici. Alors, si vous mettez, il faut retrancher l'entier correspondant, c'est Pn. X0 ici. Donc, ceci, il faut le voir comme une échelle. Une sorte d'échelle, c'est l'échelle de l'intervalle de renormalisation. Et ici, je rajoute un nombre complexe, W0. Donc, W0, c'est un nombre complexe, puisque le propre point Z0 va être dans le complexe, et qui n'est pas trop grand. Alors, pas trop grand, ça veut dire qu'il peut être quand même très grand, si j'ose dire. Enfin, je veux dire, il y a quand même un contrôle. Donc, j'écris... Alors, ne retenez pas trop la formule qui est là. Vous retrouvez cette formule dans le papier que j'ai donné en référence. Hein. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le transparent, parce que je pense que ce n'était pas vraiment inspirant dans le slide. Hein. Donc, voilà le contrôle que vous demandez. Alors, je veux juste vous faire observer quelque chose. Ce n'est pas delta. Oui, c'est plutôt... oui, j'ai trop de delta, simplement. Oui, je vais noter petit delta. Alors, en fait, à partir de là, ça, c'est un contrôle sur le cercle, mais quitte à je veux dire, à changer tau en 2 taux, de toute façon, tau était très petit, je vais penser que tau, c'est en fait la norme C0, maintenant, mais sur la bande de largeur delta. Delta, alors, pensez maintenant que c'est très petit. Hein. Vous avez un contrôle sur le cercle, donc vous avez un contrôle qui a passé de taux à 2 taux. Il existe un delta, il faut voir dans quel ordre on fait les choix. Hein. Mais étant donné donc j'ai ce contrôle sur le cercle, eh bien, quitte à choisir delta très très petit, j'aurai essentiellement le même contrôle sur la bande de largeur delta, bon, quitte à peut-être remplacer taux par 2 taux. Disons, je vais mettre 2. Je vais garder le taux parce que sinon les constantes que j'ai mis là-bas risquent de devenir fausses. Hein. Mais enfin, toujours est-il que donc, on a le premier contrôle qu'on a obtenu sur le cercle. On en déduit un contrôle dans une bande, mais la bande est a priori très très fine. Hein. Et puis ensuite, on choisit ce W0. Donc ici, il y a un facteur d'échelle, de façon à ce que ça soit plus petit que ceci. Alors le point, c'est qu'on va choisir n seulement ensuite. Donc delta est très petit. Hein, mais le grand thème qui est cette norme ici va tendre rapidement vers 0, enfin va tendre vers 0, rapidement ou pas, je m'en fous, va tendre vers 0, et donc je vais attendre simplement de choisir petit n ici suffisamment grand pour que ce nombre devienne très grand. Alors par ailleurs ici, il y a un nombre qui dépend seulement de taux, et au départ, j'ai supposé que taux
était beaucoup plus petit que 1. Donc c'est pour dire que ici, j'ai un nombre qui est très grand et que je peux choisir même arbitrairement grand à condition que j'ai choisi taux suffisamment petit. C'est pour ça que la première étape est importante. Quand je me suis donné grand R, je regarde la première étape et j'attends que taux soit suffisamment petit. Oui ? Oui, c'est-à-dire que je prolonge cette petite estimée que j'ai, je l'ai sur le cercle. Donc je l'ai sur une toute petite bande. Delta est arbitrairement grand. Le point, c'est que je choisis grand N après. D'accord ? Donc l'important, c'est l'ordre des choix. D'accord ? J'ai grand R que je me suis donné. Le grand R détermine le taux que je peux m'autoriser. Alors, ça me détermine, j'ai translaté les notations, ça me dit combien de fois il faut que j'itère la première étape, avant même ici, pour que j'obtienne un taux suffisamment petit. Quand j'ai ce taux, quitte à changer taux en deux taux, ça me détermine un delta, juste par continuité, juste par, c'est-à-dire la fonction en question ici est continue. D'accord ? Et donc, du coup, une fois que j'ai le delta, je peux choisir le n ici de façon à ce que le grand mn-1 soit suffisamment petit, et ceci devient grand. D'accord ? Donc le W0 peut être choisi grand. C'est ça qui est important. Eh bien, donc quand j'ai un point Z0 ici, eh bien, je peux écrire, quand j'itère ce point, je peux écrire, alors je suis l'orbite de x0. Donc, je prends la... Alors, attention, il faut changer les échelles. Enfin, non, c'est j itéré. C'est j partout, pardon. C'est l'itération. Moins fj de x0, moins pn. Ce n'est pas la même échelle. Il faut adapter l'échelle le long de l'orbite que je suis. Multiplié par un wj. Alors, si vous voyez, si l'application qui fait passer d'ici à ici était affine, complexe, eh bien Wj serait égal à W0. En fait, ce n'est pas trop loin d'être vrai. Ce que j'ai, c'est que aussi bien log de Wj0 sur W0 que le log de la dérivée, puisque bien sûr W0 est de nouveau une variable complexe qui est reliée à Z0 par un changement affine, x0 est fixé. Et donc j'aurai un contrôle de ceci et un contrôle de la dérivée ici. Donc pour dire que ceci est proche de 1, ceci également, la dwj sur w0 est proche de 1. Donc c'est contrôlé par, alors je peux l'écrire effectivement 2 w0 plus 1 taux. Et avec les choix que j'ai faits, c'est plus petit que log 2. Encore une fois, taux est très petit, W0 est peut-être très grand, mais à cause de cette relation, le produit reste sous contrôle. Donc en quelque sorte, on arrive... Alors ceci, ce n'est pas pour tous les J quand même, parce qu'il faut quand même que je puisse itérer sans exploser cette condition. Donc ça marche tant que J est plus petit que Qn. Bon, c'est pas très... Disons que 2Qn, ça marche aussi. Il ne faut pas itérer trop longtemps. Et donc, le trop longtemps, j'avais ce Qn-1 qui est apparu ici. Et donc, je peux itérer ceci jusqu'à 2Qn fois. Donc, vous voyez, ça va contrôler assez bien les applications de retour en question. Donc, l'idée, c'est que si je fais le dessin, on a ce x0, on a l'échelle que je me suis donnée. L'échelle que je me suis donnée, donc c'est donné par le fqn-1 de x0 moins pn. C'est l'intervalle que j'avais appelé in-1 de x0 un peu plus tôt. Et donc, à cette échelle-là, on peut choisir W0 grand. Donc, je peux vraiment contrôler les choses. Alors, grand, encore une fois, c'est le... Donc, je veux dire, c'est la borne qui est ici. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que je puisse me permettre que... alors, l'échelle, donc si... le grand R qui apparaît ici. Donc, encore une fois, j'ai l'échelle qui apparaît ici, c'est la longueur de cet intervalle. Et donc, si je me permets
d'avoir un W0 qui est de l'ordre de grand R, ou même un peu plus grand que grand R, je pourrais contrôler l'itération des orbites en partant d'une bande, ici, qui est beaucoup plus haute que large. Quand je vais faire l'application de l'uniformisation du cylindre obtenu par recollement, j'obtiendrai un cylindre large, et c'est ce que dit ici les choses. Mais alors, encore une fois, je répète, hein, à ce stade des opérations, on a choisi grand R, et ça détermine un petit n qui est peut-être très grand. Hein, donc, ce que j'obtiens ici, c'est une grande bande, hein, mais cette grande bande, elle est peut-être sans doute pas assez grande pour que je puisse, pour le moment, appliquer le théorème local. Et d'ailleurs, je n'ai pas fait d'autres hypothèses. Je n'ai même pas, pour le moment, il faudrait évidemment la condition de Bruno, mais je n'ai pas fait plus d'hypothèses que ça. Alors maintenant, justement, supposons que je sois déjà dans une grande bande, donc maintenant, continuons les choses, hein, il y a deux cas possibles. Donc, soit je me trouve dans ce cas-là. Attention, ce n'est plus la fonction de Bruno, là, c'est juste le premier terme de la série de Bruno. Hein. J'ai donc le premier terme de la série de Bruno ici, et soit donc le rayon, la taille de la bande, la hauteur de la bande, Rn, hein, est plus grande que ceci. Ça, c'est le cadre que j'ai expliqué dans la première heure. Hein, dans ce cas-là, on peut soustraire, on peut faire une étape. Alors attention, vous voyez, dans les deux premières étapes, on fait beaucoup d'étapes de renormalisation d'un coup. Hein, ici, il fallait que j'attende que ceci devienne très petit, ça fait beaucoup d'étapes de renormalisation. Et ici, il fallait que j'attende de nouveau que n soit assez grand, hein, pour que grand R devienne grand. C'est seulement à partir de là que je peux jouer au jeu qui est ici, parce que j'ai des grandes bandes maintenant. J'ai des grandes bandes, donc soit je me trouve dans ce cas-là, si alpha n n'est pas spécialement petit, ce qui va quand même arriver très souvent. Si alpha n n'est pas spécialement petit, je vais me retrouver dans ce cas-là, puisque grand R est très grand. Hein, et à ce moment-là, on a vu ce que donnait la construction. Hein, j'obtiens, alors j'ai mis un plus 1 pour que ce soit plus joli par rapport à la suite, mais c'est juste un jeu sur qu'est-ce que j'appelle R0, qu'est-ce que j'appelle les constantes universelles, ça n'a aucune importance. Donc j'obtiens une nouvelle largeur de bande après une itération. Maintenant, je fais une itération, enfin une étape de renormalisation à chaque coup. Hein. Je n'en fais pas plusieurs. Une seule étape de renormalisation avec une nouvelle bande qui est comme ceci. Donc ça, c'est une première formule qui relie deux largeurs de bande successives, Rn et Rn plus 1, dans le cas où c'est en quelque sorte l'analyse, la partie non linéaire est plus petite que la rotation en question. Enfin, je veux dire, j'ai envie de dire, enfin plus petite. Je veux dire, l'arithmétique qui est décrite ici en une itération par le log de alpha m-1 est dominée par l'analyse, en quelque sorte, qui est ce Rn qui est ici. Donc dans ce cas-là, c'est le cas où j'ai envie de dire je suis proche de la rotation, mais là, juste en une itération. Hein. Je n'ai pas mis la série de Bruno, j'ai mis simplement un terme de la série de Bruno. Et à ce moment-là, ça se passe, comme je l'avais expliqué, c'est essentiellement un cas local. Hein. Mais bien sûr, il va aussi arriver l'autre cas. C'est ce que j'avais expliqué ici, simplement parce que j'ai dû attendre très longtemps, donc le alpha n-1, maintenant, il peut être énorme, même si le R est très grand. Donc ceci va effectivement arriver également. Hein, alors je regarde juste, est-ce que j'ai le temps d'expliquer? Oui, non, j'ai un petit peu de temps, mais pas trop. Alors je prétends que quand on fait la construction de renormalisation, on va obtenir le rayon suivant Rn plus 1 qui va être celui-là. Alors, le 2π n'est pas très important, d'ailleurs, on verra à la fin que les constantes n'ont pas une grande importance, mais une constante C étoile multipliée par exponentielle de πRn. Donc, le rayon est beaucoup plus grand. On a l'impression que c'est plus favorable, mais en fait, ce n'est pas vraiment vrai, parce qu'il faut voir que dans ce cas-là, le alpha n-1 est gigantesque. Hein, il est d'accord. Et donc, le alpha n-1 qui est ici m'aurait beaucoup favorisé. Hein, donc, en fait, cette formule-là est en quelque sorte un peu moins bonne que celle-là, malgré la présence de l'exponentielle. Alors, je vais certainement pas démontrer la formule qui est ici, mais je vais la justifier un petit peu heuristiquement. Alors, il faut d'abord voir que... Oui, non, ça, je ne vais pas le dire. Je vais en quelque sorte construire quelque chose qui est plus ou moins extrémal. Quand je dis ensuite, il faut justifier le fait que ça se passe effectivement comme ceci, mais
je vais au moins expliquer d'où vient cette relation entre les deux rayons Rn plus 1 et Rn. Alors ici, je vais mettre une vraie rotation. Donc ici, ça va être la rotation. Alors, je dessine les choses dans le plan complexe maintenant. Donc j'ai pris une exponentielle de pi z. Donc ici, c'est z donne exponentielle de pi. Alors, je vais écrire alpha n z. Alpha n qui apparaît ici. Donc ici, j'ai cette rotation. Voilà. Et puis, je vais la conjuguer. Pour obtenir un difféomorphisme qui a le même nombre de rotations, je vais la conjuguer par une transformation projective. Alors ici, j'ai un point fixe 0 à l'origine pour cette rotation. Ce qui m'intéresse, c'est j'ai le cercle ici. Je regarde d'un côté du cercle, mais la situation est symétrique de l'autre côté. Je vais utiliser la transformation de Möbius pour la conjuguer. Alors, je veux une transformation de Möbius qui préserve le cercle, puisque je veux un difféomorphisme du cercle. Et la transformation de Möbius que je vais utiliser, c'est avec un paramètre t, je vais déterminer, enfin au moins la taille dans un instant, c'est z plus t sur 1 plus tz. T va être un nombre entre 0 et 1. Et donc, cette transformation-là, elle m'envoie le point 0 sur le point t. Il faut penser que t va être assez proche. Et je vais ensuite conjuguer, donc le ht, c'est une conjugaison entre cette rotation ici, je l'appelle petit r alpha pour juste distinguer du grand R alpha qui se passe sur sur la version C sur Z et R sur Z. Ici, c'est la version S1 du cercle. Donc, je vais conjuguer cette rotation ici par la transformation de Möbius. Donc, j'obtiendrai une rotation, mais une rotation qui est maintenant centrée ou pointée, puisque le centre de la rotation ici est envoyé sur T. J'ai envie de dessiner des choses comme ça. Alors, ceci étant, je veux quelque chose qui soit... donc, ce qui m'intéresse, c'est essentiellement de contrôler quelque chose comme ça. Voilà, c'est un cercle, mais un cercle dans le disque de Poincaré, qui est centré en T et qui contient à l'intérieur ici le point 0. Alors, qu'est-ce que je veux ? Donc, je veux faire l'estimer. Alors là, je vais vérifier mes notes quand même pour ne pas vous dire des bêtises. Voilà. Alors, quand vous calculez la dérivée de cette transformation, je veux voir comment les choses sont déformées par cette conjugaison. J'ai une conjugaison, donc ici, j'ai toujours une rotation. Mais maintenant, je veux vraiment repasser en logarithme quelque chose qui va être défini dans une grande bande. Donc ici, la dérivée, quand vous la calculez, c'est 1 moins t2 sur 1 plus tz au carré. Et donc, quand vous regardez ce qui se passe sur le disque unité, sur le cercle unité, pardon, vous obtenez que h'T de z en module va être inférieur ou égal, donc en gros, à 2 sur 1 moins t. Il y a c'est z égale moins 1 qui est le cas le pire, puisque t va se rapprocher de 1. Donc c'est z égale moins 1 qui donne du 1 moins t au carré, puis il y a une simplification de 1 moins t, donc il y a juste un facteur 1 moins t ici. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Ici, les choses se déplacent par alpha n. Maintenant, ici, vous avez donc la distance entre un point et son image, c'était de l'ordre de alpha n. Vous avez une dérivée qui est ceci. Et alors, ici, vous vous rappelez que quand vous êtes holomorphe dans une grande bande Rn, en l'occurrence, vous aviez donc f de z moins alpha n, je vous rappelle, était dominé par une constante, enfin sans importance, exponentielle moins 2π Rn. C'est la taille des coefficients de Fourier correspondant à une bande de taille Rn. Donc, vous voyez la distance à une rotation. Alors, je suis dans le cas où, en fait, ceci est devenu plus petit que ceci. Enfin, je veux dire, je peux passer le alpha n de l'autre côté. Et vous voyez que le f de z moins z est contrôlé. Je suis dans le cas où alpha n est très petit, donc celui-là devient négligeable devant ce reste. Et donc, la distance entre f de z et z, c'est de l'ordre de cette exponentielle. Donc, comme j'ai dilaté les distances entre les deux au plus par ceci, vous voyez que je peux me permettre, en quelque sorte,
Donc les constantes sont sans importance, c'est pour ça que je mets 1 au lieu de 2, mais 1 sur 1 moins t multiplié par alpha n. D'accord? Donc ça, c'était alpha n, c'était ici. Je dilate par 1 moins t, et ceci doit rester plus ou moins de l'ordre de, enfin je peux me rapprocher de exponentielle moins 2pi Rn. D'accord? Donc ça vous détermine t. T peut être, donc, doit être quand même plus grand, disons, plus petit, pardon, que 1 moins alpha n. Donc il y a des constantes, donc 1 moins t exponentielle de pi Rn. Alors maintenant, c'est gagné, si j'ose dire, puisque si vous revenez à ce qui se passe ici, alors, pourquoi j'ai pris ce disque-là ici? Parce que je ne peux pas prendre un disque trop petit ici, parce qu'à ce moment... enfin bon, je veux dire, il y a une question... Ici, ça correspond à l'infini quand je prends les logarithmes. Donc, si je veux prendre des logarithmes, il faut que j'évite ce point-là. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce disque-là. Ce disque-là, je le retransporte ici. Alors, quand je reviens par ht-1, le point t va sur 0, le point 0 va sur moins t. J'obtiens, comme j'ai un truc centré en t, j'obtiens un grand disque comme ça. Ça, c'est le point moins t. Donc ici, j'ai entre les deux disques concentriques, j'ai une distance qui est de l'ordre de 1 moins t. Enfin, qui est même égale. Enfin, je veux dire, j'ai fait des choses approximatives. Et donc, quand vous regardez le module d'anneau qui sort ici, donc ça c'est la chose que je peux uniformiser. Encore une fois, le passage d'ici à ici, c'est holomorphe. Donc les modules d'anneau sont les mêmes. Et à quoi ressemble le module d'anneau ici? J'ai quelque chose qui est 1 moins t en hauteur et alpha n en largeur. Et donc le module, ça va être effectivement, donc ça va être 1 moins t sur alpha n. Ça sera le Rn plus 1. Et si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, j'avais 1 moins n, enfin je veux dire, j'avais le 1 moins t qui était ici. 1 moins t, c'était devenu alpha n exponentielle de pi Rn. Je divise par alpha n, donc j'obtiens exponentielle de pi Rn. Alors bien sûr, c'est un calcul fait avec une transformation explicite. Je veux dire, c'est toutes des transformations projectives. Donc il faut se convaincre que, en quelque sorte, la situation ici représente à peu près le pire qu'on puisse faire. Donc ça, je n'ai pas du tout justifié. Quand même, une chose, c'est que malgré tout, la partie non linéaire est complètement déterminée par le premier terme de la série de Fourier, qui est exponentielle moins 2 pi r, puisqu'ensuite c'est exponentielle moins 4 pi r, qui est très très petit par rapport à ça. Et donc, en quelque sorte, du moment que je prends le premier terme non linéaire de la taille qu'il faut, et c'est le cas ici, je veux dire, j'ai pris le premier terme non linéaire de la taille qu'il fallait, je peux m'attendre à être essentiellement optimal. Bon, tout ceci, là, encore une fois, il faut bien sûr justifier tout ça, mais ça marche. Alors, donc, c'est juste pour justifier un petit peu cette formule à la fin. Mais cette formule permet maintenant assez bien de conclure, enfin, d'introduire d'abord la condition arithmétique qui va nous intéresser. Alors, j'ai déjà négligé largement les constantes. Il faut le justifier a posteriori. Mais enfin, donc on élimine les 1 sur 2pi qui gênent, enfin, je veux dire, qui ne sont pas jolis pour l'œil. Donc, j'ai ici les deux formules qui reliaient Rn à Rn plus 1. Enfin, je veux dire, c'est cette fonction-là, c'est la fonction qui reliait Rn, sous la forme de petit r, à Rn plus 1, sous la forme de R alpha de R. Donc c'était la formule affine que j'avais dans le premier cas, quand c'est l'arithmétique qui est dominée, et puis l'exponentielle, lorsque c'est l'arithmétique qui domine, au contraire. Juste une chose, vous voyez que cette fonction-là, j'ai fait en sorte, j'ai ajusté les constantes, mais c'est juste pour la beauté, enfin je veux dire que ça soit agréable à manipuler. J'ai fait en sorte que cette fonction soit continue. Je veux dire, il n'y a pas de discontinuité en r égale log alpha moins 1. J'ai raccroché les valeurs. Elle est continue, elle est même C1. En fait, donc, ce qui se passe, c'est qu'ici, vous avez l'exponentielle, puis vous avez cette valeur log alpha moins 1 où la fonction vaut alpha moins 1.
hein, des deux côtés. Puis ensuite, vous avez la tangente à l'exponentielle. Donc, cette fonction-là, hein, c'est l'exponentielle suivie à la valeur log alpha moins 1 de la tangente à l'exponentielle. Ça démarre hein, exponentielle et ça continue le long de la tangente. Voilà, donc ça dépend bien sûr du paramètre alpha. Hein. Donc qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, j'itère, c'est ce que je dois faire, puisque on a vu qu'il fallait, je veux dire, j'itère le processus de renormalisation. Donc quand j'itère, je pars de Rn et puis je passe à Rn plus 1. Hein, c'est ce que je viens d'expliquer. Modulo quelques constantes que j'ai laissées tomber. Hein. Donc, on a cette itération, ça définit une suite de fonctions Rn de alpha, et maintenant on peut définir la condition en question, la condition que j'appelle H. Hein, donc, c'est la condition donc, qui est la suivante. Alors maintenant, il faut se rappeler qu'avant qu'on se retrouve dans cette situation où j'ai ces deux formules, il fallait déjà que le grand R soit grand. Il a fallu que j'attende très longtemps, de sorte que je sois sûr que le rayon soit grand. Donc, d'une certaine façon, je suis obligé d'attendre, donc c'est bien ce que traduit cette définition. C'est-à-dire que pour tout m, c'est-à-dire je pars de alpha m, et c'est seulement à partir de alpha m que je commence à itérer, appliquer ces formules. D'accord ? Alors, je pars de 0, mais de nouveau, j'aurais pu partir de 10 ou 100, ça ne change strictement rien. Enfin, donc j'ai cette formule. Donc, l'idée, c'est que j'ai ici la fonction de Bruno le long de l'orbite pour la transformation de Gauss. Donc, j'avais déjà rapidement expliqué que quand la fonction de Bruno ne tend pas vers l'infini, hein, je sais déjà que j'ai gagné. Donc, effectivement, parce que de toute façon, cette fonction va tendre vers l'infini. Hein, donc, à ce moment-là, la condition est trivialement satisfaite. Mais il faut y penser qu'en général, les deux, je veux dire, qu'est-ce qui se passe? C'est une histoire de lièvre et de tortue. Hein, on va voir dans un instant. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a une fonction ici que j'ai démarrée dès le départ. Je veux dire, l'indice c'est m plus k. Et puis ici, il y a une fonction qui est déterminée par cette itération-là, mais pour laquelle j'attends m coups pour démarrer, et c'est seulement à partir de m coups que je commence à démarrer. Donc j'ai pris m coups de retard, en quelque sorte, hein, puisque je pars de 0, de toute façon. Je pars de 0 quand k égale 0, hein, et j'ai pris m coups de retard, et je commence à itérer, et il faut que je rattrape l'autre fonction. Donc, je dis cette condition H, ça veut dire que je rattrape quel que soit le retard que j'ai pris au départ. Hein. Alors, je vais revenir tout de suite au tableau sur ces conditions-là. Ce que je voudrais, c'est pas me laisser prendre par le temps à la fin et pas avoir le temps d'énoncer le théorème. Donc, je reviens un tout petit peu sur la discussion de cette condition arithmétique juste après, au tableau. Mais auparavant, j'énonce le théorème, qui est le dernier slide. Hein. Donc, c'est la condition pour pouvoir linéariser analytiquement sans hypothèse de proximité. Et donc, c'est la condition optimale, dans le sens où, effectivement, d'une part, si le nombre de rotations vérifie H, alors il suffit, donc je vais dire automatiquement, c'est analytiquement linéarisable. Et on peut aussi construire dans l'autre sens, quand alpha ne vérifie pas H, mais peut vérifier Bruno. Donc, je viens de dire ici, hein, c'est un ensemble qui est strictement plus petit que Bruno, mais strictement plus grand que condition différentielle. Alors, il y a des exemples qui ne soient pas analytiquement linéarisables. Alors là, c'est juste une remarque sur construire des contre-exemples, mais je n'ai pas fait du tout. Donc là, je vous demande d'aller voir le papier. Donc, je voudrais maintenant, dans les 10 minutes qui restent, discuter un petit peu cette condition, donner quelques propriétés. Alors, par contre, je vais le faire au tableau. Donc, de nouveau, ça se trouve dans l'article. Hein, ils sont plus de choses plus compliquées, mais enfin, je vais donner quelques propriétés élémentaires pour avoir un peu de feeling sur la condition. Alors, je l'ai écrite sous cette forme-là parce que c'est plus court, mais une façon équivalente,
façon équivalente aurait été de dire en fait que vous tombez systématiquement dans la première formule au bout d'un certain temps. C'est-à-dire que j'aurais pu dire aussi, pour tout m, quand je considère l'itération de RK, eh bien, une fois que j'attends suffisamment longtemps, j'aurai toujours ce cas-là. Ça veut dire que je tombe toujours dans le cas du théorème local. C'est une autre façon de le dire, puisque théorème local, ça correspondait bien à ce que la bande soit plus grande que la fonction de Bruno. Donc c'est équivalent, mais enfin, je veux dire, c'est juste une observation à faire. Alors, donc je veux juste déjà illustrer le fait qu'on a ces inclusions qui sont strictes dans les deux cas. Hein? Alors, peut-être le plus simple d'abord, c'est juste, il y a des choses plus précises dans l'article, mais si je veux dire que DC est contenu est différent de H, hein, en fait, si vous vous rappelez, DC, c'était la même chose que dire que log QK plus 1 est un grand taux de log QK. C'était équivalent là. Alors, si vous jouez un petit peu, ça c'est très facile, supposez que maintenant, alors je ne vais pas utiliser K, je vais garder N ici plutôt parce que c'est pas mélanger, j'utilise N comme variable de la fraction continue. Alors ici, log indice K, c'est l'itéré K fois de la fonction logarithme. Log, 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 K fois. D'accord? Maintenant, donc, supposez que vous regardiez, que vous mettiez cette condition. Donc, K égale 1, ça serait le cas qui est ici. Hein, mais ici, je permets quand même Qn plus 1 d'aller beaucoup plus vite vers l'infini, puisque je mets le même nombre de logarithmes, K aussi. Hein. Donc, par exemple, vous pouvez avoir log log Qn plus 1 de l'ordre de 2 fois log log Qn. Ça veut dire que log Qn plus 1 est de l'ordre de log Qn au carré. Donc, c'est quand même nettement plus grand que ça. Hein. Donc, ceci, avec un cas arbitraire, hein, eh bien, ceci implique toujours, quel que soit k, hein, que alpha est dans H. Donc, encore une fois, ça montre bien que DC est différent de H, puisque déjà, si vous prenez k égale 2, par exemple, hein, vous avez ici des nombres qui sont ici, enfin, a priori, très loin d'être diophantiens. Bon, ça, c'est en quelque sorte par en dessous. Alors, je vais maintenant construire un nombre qui est Bruno, mais qui n'est pas dans H. Alors, c'est facile également. En fait, donc, si vous prenez, disons, alors, A1 égale 1, et ensuite, par exemple, hein, AN plus 1 égale partie entière, alors il faut un entier. Donc ça, c'est les entiers hein, qui apparaissent dans la fraction continue. Donc AN, c'est essentiellement 1 sur alpha n moins 1. Donc AN plus 1 va croître très vite vers l'infini, puisque je vais prendre partie entière de exponentielle AN. Alors, je prétends que ce nombre est de Bruno. Donc là, j'ai défini un nombre explicite. Il y aura bien sûr des variantes à faire ici. Je peux retrancher. J'ai juste sorti un nombre qui va être ici, mais pas ici. Qu'est-ce qui se passe? Je prétends que ce nombre défini par cette fraction continue, je prétends qu'il appartient à B. Pourquoi? Alors, il suffit de regarder le terme. En fait, je vais être un tout petit peu plus précis. Hein, je vais regarder à quoi ressemble phi de alpha n. D'accord? À quoi ressemble phi de alpha n? Donc, c'est une série. C'est une série qui commence par log alpha n moins 1 plus alpha n log alpha n plus 1 moins 1 plus etc. etc. Faut dire le. Alors, regardons ce qui se passe. Je viens de dire ici, alpha n inverse, c'est essentiellement log an plus 1. Plus ici, j'aurai 1 sur an plus 1 log an plus 2. Encore une fois, avec des termes d'erreur qui deviennent complètement négligeables. Hein, je cherche à voir surtout si ça converge ou pas et à estimer les choses. Et donc, je vois que j'ai ici log an plus 1
log n plus 1, c'est, pardon, AN. Et ici, alors, ici, j'ai AN plus 1 sur AN plus 1. Plus, alors, si vous faites le calcul ici, c'est petit o de 1, les termes qui apparaissent ensuite. Donc, vous voyez que phi de alpha n, vous voyez facilement que ceci converge. Hein, le terme suivant, ça serait, je vais peut-être l'écrire, ça sera peut-être plus clair. Le terme suivant, ça serait AN plus 1, AN plus 2, log AN plus 3. Hein, et vous voyez donc que cette fois-ci, log AN plus 3 se simplifie avec AN plus 2. Vous obtiendrez le terme suivant serait 1 sur AN plus 1 cette fois-ci. Plus, etc. etc. Donc, vous voyez que ceci est surtout avec cette suite ici, misérablement petit. Hein. Donc, les termes convergent très rapidement vers 0, mais il n'empêche que le premier terme est très grand. AN croît exponentiellement vite. Donc, vous voyez un peu ce que je disais tout à l'heure sur la façon dont l'arithmétique peut se détériorer. Hein, j'ai une série qui converge, et qui converge même très bien, hein, mais la fonction de Bruno le long des alpha n, le long de la transformation de Gauss, hein, elle croît très vite, puisqu'elle croît, chaque phi de alpha n est en gros l'exponentielle du précédent. Hein. Je veux dire, le phi de alpha n est très proche de AN. AN, c'est un très grand entier. Et donc, chaque phi de alpha n est l'exponentielle du précédent. Donc, on retrouve un peu la seconde partie de l'alternative. Alors, bon, le fait que ça converge, ça vous dit bien que alpha est dans B. Maintenant, je prétends que alpha n'est pas dans H. Alors, c'est ce que j'appelle donc, le lièvre et la tortue. Donc, plutôt que de le vérifier là-dessus, je vais on a l'exercice suivant que je ne vais pas, qui est trivial, mais je veux dire, qui explique qu'est-ce qui se passe avec la fonction exponentielle. Supposez que vous ayez considéré les deux suites. Donc, la première suite, donc, elle vérifie x0 égale 0. Alors, attendez, je ne me trompe pas dans les deux sens. Oui, pardon, c'est x10. Alors, j'ai mis 10 au hasard. Je veux dire, un nombre pas trop grand, mais strictement positif. x10 égale 0, et puis ensuite, xn plus 1 égale... Donc, ça c'est le lièvre. Elle part en retard, elle part seulement à partir de 10, mais à partir de là, on prend l'exponentielle à chaque fois. Hein. Et puis j'ai l'autre suite, celle-là, c'est la tortue. Donc elle part à 0 cette fois-ci, le temps commence à 0, mais elle croît c'est une tortue qui va vite quand même, hein, mais c'est une tortue qui va, on a l'impression qu'elle va nettement moins vite. Exponentielle de racine de yn. Hein, bon. Première vue, on a l'impression que cette fonction-là, hein, je veux dire, quand on itère, ça va beaucoup moins vite que celle-là, et que donc, on pourrait, enfin, je veux dire, tant qu'on n'a pas fait un peu le calcul, penser que cette suite rattrape celle-là. Eh bien, ce n'est pas du tout vrai. Hein, on a xn strictement plus petit que yn pour tout n. Donc, du moment que vous avez deux choses vaguement comparables ici, je veux dire, l'importance, bien sûr, c'est qu'on ait exponentielle des deux côtés. Si j'avais mis une très grande puissance de yn, là, évidemment, cette suite-là finirait par rattraper. C'est ce qui explique un peu ce que j'ai écrit ici. Ici, hein, je me permets de prendre des grandes choses, mais c'est le même nombre d'exponentielles qu'il y a de chaque côté, enfin, le même nombre de logarithmes. Par contre, ici, en quelque sorte, il y a un logarithme de plus pour xn plus 1 que pour xn. Hein. Mais enfin, c'est le même logarithme qui apparaît ici. La racine carrée qui apparaît ici ne joue aucun rôle, en fait. Hein, et donc, c'est un peu ce qui se passe ici. Vous voyez que la fonction, je veux dire, si je regarde les formules, je vais être amené à itérer cette exponentielle ici, mais je vais partir en retard. Hein, et tandis que la fonction phi, je suis aussi également en train d'itérer l'exponentielle, puisque phi de alpha n, ça valait an, et an plus 1, c'est l'exponentielle de an. Mais elle, c'est parti dès le début. Donc malgré que les constantes, il y a des constantes qui sont peut-être favorables à la suite, enfin c'est ce que j'expliquais ici, je veux dire. Hein, le fait de partir en retard est rédhibitoire et ne permet jamais de rattraper l'autre suite. Donc ce nombre-là n'appartient pas à H. Alors je conclus, oui, en
juste en disant, c'est une variante en quelque sorte, c'est une variante sur celui-là, et là je fais une affirmation sans la justifier. Donc je regarde l'ensemble des nombres k, l'ensemble des nombres alpha, qui vérifie, alors je garde la même, donc A1 égale 1, et ensuite je demande, alors cette fois-ci je permets que ça soit simplement inférieur, alors je ne sais pas pourquoi, mais enfin là c'est le truc qui apparaît dans le papier, donc je garde exactement les mêmes, c'est presque la même formule qui est ici, non c'est pas cette page-là, c'est celle-là. J'ai mis exponentielle de 2 à n. Le 2, encore une fois, le 2 n'a aucune espèce d'importance dans ce genre de choses. 2 à n moins 1. Donc, voilà. Donc, alors attention, cette fois-ci, c'est juste inférieur ou égal. Donc, je peux très bien, si j'ai envie, choisir a n plus 1 égale 1 en particulier. Enfin, je ne demande pas du tout que ça aille vers l'infini. Alors, ça, c'est un compact. Et essentiellement, je l'ai déjà fait, c'est un compact contenu dans les nombres de Bruno. D'accord ? Alors, ce que je prétends, proposition, si vous voulez, mais facile à vérifier, hein, c'est que K inter H, quand je regarde l'intersection donc de K, du compact avec cette condition H, eh bien c'est une partie G delta dense qui est tout à fait de K. Donc cette fois-ci, la condition arithmétique devient générique. Mais attention, générique parmi des nombres qui satisfont déjà la condition de Bruno. Hein. Donc je veux dire, ce n'est pas du générique dans l'ensemble de tous les nombres de rotation possibles, c'est générique là-dedans. Mais donc ça a une conséquence, en quelque sorte, hein, je termine là-dessus, c'est que l'ensemble des nombres qui vérifient H, du point de vue, donc c'est un borélien, hein, bien sûr, enfin heureusement, c'est un borélien, mais c'est en fait un F sigma delta, c'est-à-dire une intersection dénombrable d'ensemble F sigma, c'est-à-dire d'union dénombrable de Fermé. Hein, donc F sigma, mais pas F sigma ou G delta. Donc simplement, je veux dire, la condition est en quelque sorte compliquée à comprendre, H, hein, pour de bonnes raisons. Pour de bonnes raisons dans le sens où, comme ensemble borélien, elle se place un peu plus haut que ce qu'on est habitué à voir dans la hiérarchie. Donc la hiérarchie qui commence par les ouverts, les fermés, hein, et ensuite les G delta qui sont intersections dénombrables d'ouverts, les F sigma qui sont unions dénombrables de fermés. Mais en fait, celui-là, c'est aucun de ceux-là. Hein, ça se voit à partir de cette proposition. Il faut aller chercher des choses qui sont intersections dénombrables, d'unions dénombrables de Fermé. Voilà. Bon, donc je m'arrête là. C'est la fin de la partie du cours qui concernait les difféomorphismes du cercle. Et donc à partir de la semaine prochaine, je vais parler de difféomorphisme symplectique et de tore invariant. Donc la théorie CAM, enfin ce qu'on appelle le plus traditionnellement, j'ai envie de dire la théorie CAM. Merci.